Bonjour à tous, bienvenue dans Vesica Piscis, vous êtes sur Radio Grésivaudan. Vesica Piscis, une émission proposée et présentée par François-Marie Perrier. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Ronald Guillaumont, webmaster et architecte du site Profession Gendarme, qui nous parlera de son engagement. Et pour commencer, cet extrait du livre d'Alexandra Adler, datant de 2005, le rapport CIA, Comment sera le monde en 2025 chez Robert Laffont. Nous sommes à la page 203 et nous lisons: en 2020, de plus en plus de gens porteront des masques chirurgicaux et des gants de caoutchouc en public, par crainte d'une maladie ressemblant à la pneumonie qui s'attaquera à la fois aux poumons et aux bronches, en plus d'être extrêmement résistante à tout traitement. Cette maladie s'avérera particulièrement déconcertante quand, après avoir semé la panique au cours de l'hiver, elle semblera disparaître complètement avant de réapparaître à nouveau 10 ans plus tard, plongeant les scientifiques dans la confusion quant à son origine et à son traitement. Voilà le genre de texte effectivement qu'on pouvait lire il y a 10 ans, il y a 15 ans, annonçant de façon étonnante la période que nous vivons. Je continue avec les brèves des derniers jours et cette prise de parole du sociologue, philosophe Edgar Morin, qui a souhaité s'exprimer sur ce que nous vivons. Il dit ceci: j'ai été surpris par la pandémie, mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L'arrivée de Hitler a été inattendue pour tout le monde. Le pacte germano-soviétique était inattendu et incroyable. Le début de la guerre d'Algérie a été inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et l'habitude des crises. En ce sens, je vis une nouvelle crise énorme, mais qui a toutes les caractéristiques des crises. Edgar Morin termine ainsi: l'esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser, sinon nous sommes ses victimes. Nous voyons aujourd'hui s'installer les éléments d'un totalitarisme. Celui-ci n'a plus rien à voir avec celui du siècle dernier, mais nous avons tous les moyens de surveillance de drones, de téléphones portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour voir surgir un totalitarisme de surveillance. Le problème est d'empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous. À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous avons besoin de vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité. On peut retrouver des extraits de ce texte sur la page de France Info, publié le 1er janvier 2021. Voilà, ce n'est quand même pas anodin qu'Edgar Morin prend le temps de donner un petit entretien et que les paroles sont quand même suffisamment claires. C'est un ancien résistant. Il faut l'écouter. On continue avec les brèves. Puisque nous évoquons France Info, eh bien, j'aimerais me faire l'écho d'un débat complètement surréaliste entendu vendredi 12 février autour de 12h20. On a Pierre Cuny et le professeur Rabot en train d'affoler tout le monde, qui parlent de la Moselle comme le nouveau point noir de la France. Olivier Véran était sur le point de s'y rendre. On entend qu'il faut vacciner vite et fort. Alors qu'évidemment, tout démontre aujourd'hui que c'est dangereux avec les milliers de morts victimes du vaccin Pfizer, que ça ne change rien puisqu'on est toujours contagieux encore et victime. On continue avec la Moselle avec des classes fermées, on dit qu'il faut aller plus vite que le virus, pas la vaccination. Et ce qui est incroyable, c'est que rien ne change depuis un an de cette politique sanitaire. Alors que la Moselle, et c'est là que je voulais en venir, eh bien c'est le lieu où exercent les médecins Erbstein et Gastaldi, à qui on a interdit d'appliquer leur protocole qui avait évité à une centaine de personnes de finir en réanimation au tout début de la pandémie. Dr Epstein raconte ça dans son ouvrage « Je ne pouvais pas les laisser mourir ». Ronald Guillaumont, bonjour. Bonjour. Nous sommes au fin fond du Finistère, par un temps typique de crachin, mais on dit en Bretagne il ne pleut que sur les cons.
Alors, j'espère que nous ne serons pas mouillés. Par Non, contre, on n'est pas mouillé. vous êtes quelqu'un qui se mouille dans votre vie. De manière générale, vous allez nous raconter un petit peu votre parcours qui vous a amené jusqu'à être le webmaster, l'animateur. À vous de nous dire le titre que vous revendiquez ou pas du site Profession Gendarme, dont la visibilité explose dans le contexte de la crise sanitaire. Oui, bonjour. Alors, écoutez, j'ai 73 ans. Je suis un ancien gendarme. J'ai pris la retraite à 55 ans. J'ai 35 ans de carrière militaire. Quand j'ai pris ma retraite, immédiatement, je suis rentré en relation avec des camarades actifs et retraités. Nous avons créé au départ un forum. Ce forum, très rapidement, il s'appelait le Forum Gendarmes et Citoyens. Ce forum a été donc certains officiers de la direction se sont inclus dans ce forum. Et très rapidement, nous avons eu un camarade qui était donc commandant à l'époque, qui était Jean-Hugues Matelli, qui s'est retrouvé exclu du corps des officiers et de la gendarmerie nationale par décret présidentiel de Monsieur Sarkozy pour avoir abusé de son devoir de réserve. Très rapidement, nous nous sommes mis derrière lui, nous nous sommes défendus et nous sommes allés jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Finalement, après moult péripéties, la Cour européenne des droits de l'homme nous a donné raison et a condamné la France le 24 octobre 2014 pour non-respect de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un an après, moi j'avais déjà créé Profession Gendarme en 2013 dans le cadre d'une association professionnelle gendarmerie, car il faut savoir que entre policiers et gendarmes, le gendarme est un militaire, le policier est un fonctionnaire, un civil en uniforme. Et les policiers ont le droit syndical, ils ont le droit de se réunir, ils ont le droit de créer des associations et de créer des syndicats. Le gendarme n'avait droit de rien. Mais vraiment de rien. Donc j'ai créé Profession Gendarme afin de donner la parole à mes camarades gendarmes. C'est l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme qui donne à tout citoyen le droit de s'exprimer librement, c'est-à-dire de les exprimer. Donc c'est un article qui défend finalement la liberté d'expression. Parce qu'on a le droit de tout dire, mais on a le droit de penser comme on veut et de tout dire. Finalement, donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Après un an de discussion, le gouvernement, donc j'ai été invité au Sénat et j'ai été invité à l'Assemblée nationale pour en discuter, a voté la loi du 28 juillet 2015 autorisant l'ensemble des militaires français à se constituer en association professionnelle. Mon site, donc, a pris de l'ampleur. J'ai commencé par défendre uniquement les gendarmes. Il y avait beaucoup trop de suicides en gendarmerie. Ça a été mon premier combat. Puis, je me suis rendu compte que dans la police, il y avait énormément de suicides aussi. Donc, j'ai raccroché la police et la police municipale. Et finalement, je me suis mis à défendre l'ensemble des militaires. Il faut savoir également que, il y a quelques années, la gendarmerie dépendait du ministère de la Défense, alors que la police dépendait du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, ces deux corps de métier sont réunis sous le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui nous commande maintenant. Le problème de fond sur les suicides des policiers, des gendarmes. Eh bien, écoutez, on va pas pleurer. Si on a choisi ce métier, on l'a choisi pour de bonnes raisons. Déjà, c'est pour servir la population, servir le peuple, même si en raison des manifestations des Gilets jaunes, on a vu des choses qui n'étaient pas très jolies, mais le policier et le gendarme sont là au service du public et ne sont pas là pour défendre un gouvernement ou une autorité gouvernementale. On a créé la police, on a créé les gendarmes pour défendre le peuple. Bon, la gendarmerie est bien plus ancienne que la police, elle a 800 ans d'âge. Mais il faut savoir que la gendarmerie nationale, à l'origine, c'était ce qu'on appelait des gens d'armes, en deux mots. Les archers du roi, parce que à cette époque-là, nos rois n'avaient pas d'armée,
Ils levaient des armées, donc c'était des milices finalement. Hein. On payait le soldat, il n'était pas habillé, et le soldat vivait lors des campagnes sur le dos de la population. Et pour protéger la population, on a créé des gendarmes, et c'est devenu la gendarmerie nationale avec Napoléon, bien sûr. D'accord. Et donc c'est une question de sens aujourd'hui, de ce devoir sacré de protection qui se révèle à travers le suicide, vous pensez? Oui, parce que il y a s'il y a tant que ça de suicides en gendarmerie et en police, c'est parce que justement ce fameux devoir de réserve auquel nous sommes astreints fait que le policier ou le gendarme ne peut pas s'exprimer, ne peut pas dire son mal-être. Dès qu'il ouvre la bouche, il y a la sanction qui est derrière. Voilà pourquoi. Donc moi je me suis mis à me battre pour la liberté d'expression, et en 2018, c'est bien ça, il y a eu les Gilets jaunes. Et en tant que citoyen, parce que je suis citoyen à part entière, même au moment où je portais l'uniforme, j'ai estimé qu'il était de mon devoir, de défendre les intérêts du peuple, les intérêts de l'ouvrier, et je suis devenu gilet jaune convaincu. Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez chez les Gilets jaunes? Alors, les Gilets jaunes, je l'ai toujours dit et je me répète, ont déjà gagné. Ils ont gagné une chose de fantastique dont peu de gens peut-être s'en sont rendus compte. On a gagné la solidarité et la fraternité. Et ça, c'est énorme. Parce que nous vivons dans une société où c'est chacun pour soi. Et grâce aux Gilets jaunes, on s'est rendu compte que le peuple était capable de fraternité. Et ça, c'est le plus beau. Maintenant, il faut qu'on gagne notre liberté et qu'on arrive à une égalité, surtout. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Francis Lalanne sur François ? Justement, lui aussi, c'est un ancien gilet jaune. C'est un gilet jaune. Eh bien, écoutez, moi, j'ai énormément apprécié ce que disait Francis Lalanne, parce que, c'est vrai qu'on vit dans une société où on dit qu'il faut pas rêver, que on espère, on voudrait qu'il arrive ceci, qu'il arrive cela, qu'on réussisse ceci ou qu'on réussisse cela. Mais Francis Lalanne, qui est une personnalité connue, j'estime que ce qu'il a fait est très bien. Très bien, parce que il montre l'exemple, il éveille les esprits, il donne envie de suivre. En ce qui me concerne, moi, avec le nombre d'électeurs que j'ai sur Profession Gendarme, on me pose souvent la question. Profession Gendarme, au départ, quand ça a débuté, ça aurait pu être un mot rébarbatif. On aurait pu imaginer que c'était une autorité. On a même cru à un moment donné que j'étais l'association officielle de la gendarmerie. Il n'y a pas d'association officielle de la gendarmerie. Et je ne représente pas la gendarmerie nationale. Je représente mes camarades, certains de mes camarades, pas tous, parce qu'ils sont pas tous d'accord avec moi. Je représente l'idée que je me fais de la gendarmerie nationale. Je suis fier d'avoir été gendarme. Je suis fier d'avoir porté cet uniforme et personnellement, je n'ai pas honte d'avoir exercé ce métier, je l'ai jamais caché. Et quand je suis arrivé au début des Gilets jaunes, je n'ai jamais caché qui j'étais, que j'étais un ancien gendarme. Donc aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la planète, la galaxie du complotisme, entre guillemets, Profession Gendarme fait partie des sites les plus consultés. Comment s'est fait ce saut de la profession? Ça n'a peut-être pas été un saut, peut-être que vous avez toujours été quelqu'un qui a voulu connaître le dessous des choses, mais comment on en arrive à tenir un site qui dénonce la dictature sanitaire en France? Oui, alors, écoutez, moi je vais vous rattraper sur un mot. Vous avez employé le mot complotisme. Et ce mot complotisme est galvaudé à tort et à travers. Être complotisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous dire une chose. Un policier ou un gendarme qui part en enquête sur un cambriolage, sur un meurtre, sur un vol, et qui met la main sur un suspect. Le suspect, bien évidemment, va dire « c'est pas moi, je n'ai rien fait ». Le policier ou le gendarme qui va enquêter, qui va chercher au fond des choses pour confondre l'auteur de l'infraction, à ce moment-là, il est un complotiste. Parce que qu'est-ce que c'est être complotiste? Complotiste, c'est ne pas croire ce que les médias mainstream nous donnent. C'est ne pas avoir l'esprit fermé et d'être des moutons. Et aujourd'hui, malheureusement, je dirais même pas des moutons, je dirais des moujons.
Pourquoi des moujons? Parce que le moujon, c'est le mariage entre le mouton et le pigeon. Et nous avons malheureusement beaucoup trop de pigeons à l'heure actuelle. Et en face, je dirais qu'on a des pitons qui eux aussi sont les mélanges des pigeons et des moutons, et les pitons qui nous hypnotisent et qui nous en servent. D'ailleurs, c'est le symbole de l'industrie pharmaceutique. Alors, venons-en à la crise du Covid, de la Covid justement. On trouve énormément de choses sur votre site. Parmi toutes les infos qui vous sont arrivées, d'abord j'aimerais vous demander est-ce que vous vérifiez et comment vous vérifiez vos sources, et parmi celles qui vous auraient le plus stupéfait, qu'est-ce que vous sélectionneriez? Alors, oui, je vérifie, mais je vérifie, disons, entre guillemets, en diagonale. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup d'informations et je peux le dire, je ne dévoile aucun secret, je reçois beaucoup d'informations par des officiers de gendarmerie. Ce n'est pas rien. Et donc, certains officiers m'envoient des liens de presse. J'ai même plus besoin de vérifier parce que je sais que eux l'auront vérifié avant moi. Mais je vérifie quand même. Je ne suis pas à l'abri de publier une fake news. D'ailleurs, j'ai été attaqué récemment par l'Observatoire du complotisme et qui m'a accusé d'avoir publié une fake news. Oui, c'est vrai, j'ai publié une fake news, mais dès que je m'en suis rendu compte, je l'ai retiré tout de suite et j'ai publié d'autres articles concernant cette affaire-là qui allaient à l'encontre de l'article d'origine. Donc ça concernait quoi? Ça concernait le rapport des officiers de réserve concernant donc tout ce qui se passe au point de vue Covid. Et vous m'avez demandé pourquoi je publie beaucoup sur la Covid à l'heure actuelle. Eh bien, tout simplement, c'est que au début, pour mes camarades gendarmes, je publiais des articles de presse les intéressant plus particulièrement. Mais au vu du nombre de lecteurs que je reçois sur mon site, j'ai estimé qu'il était normal que j'aille dans l'actualité brûlante, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, et qu'est-ce qui occupe tout le monde, c'est bien la Covid. Donc il était normal que je parle de la Covid et que tous les mensonges qui nous sont racontés sur BFM Menteur et tous les autres médias mainstream, il fallait bien que on essaye de faire apparaître la vérité. Et elle apparaît. Je pense que ça fait quelques années que vous estimez qu'il y a peut-être un état profond, c'est à vous de nous dire les termes que vous préférez, mais quelque chose qui donne la direction des gouvernements et des peuples est beaucoup plus profond que ce qu'on veut bien nous montrer extérieurement. Avec cette crise du Covid, qu'est-ce qui est passé à une vitesse supérieure, vous direz? C'est-à-dire, où est-ce qu'on cherche à nous mener en définitive? Et là, je vous rejoins et je parlerai de Monsieur Attali d'ailleurs, parce que s'il y a quelqu'un qui depuis des années parle du fameux état profond, c'est bien lui, mais il en parle ouvertement. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse là-dessus. Quand vous voulez cacher quelque chose, la meilleure méthode pour la cacher, c'est de la mettre au vu et au su de tous. Et c'est ce que fait Monsieur Attali. Or, quand il parle il parle de mondialisme. Et on va vers le mondialisme à l'heure actuelle. C'est-à-dire perte de liberté, perte de chaque nation, on perd tout. L'Europe, ne serait-ce que l'Europe à l'heure actuelle, telle qu'elle est vécue. La France n'est plus maître de ses lois, n'est plus maître de rien. C'est-à-dire que le citoyen français peut aller voter, mais il vote pour rien. Parce qu'il n'est plus maître de rien. Là, il y a effectivement une supercherie complètement incroyable, c'est-à-dire que celui qui critique l'Europe aujourd'hui est considéré d'emblée comme un identitaire, comme un nationaliste, comme un réactionnaire, alors qu'il n'a pas plus antidémocratique que l'Europe. Donc on se trouve avec vraiment une inversion des valeurs, une inversion des mots. Vous, comment vous vous situez par rapport à l'échiquier politique et surtout à l'accusation qui est souvent faite au milieu qui dénonce un certain ordre du monde? On les accuse d'être des gens d'extrême droite, voire des nazis. À partir du moment où vous contredisez quelque chose qui a été dit par le gouvernement, ou par un ministre, vous êtes complotiste. Si vous êtes complotiste, vous êtes nazi, vous êtes extrême droite. On a tous les défauts de la terre. Et je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que comme on a parlé des gilets jaunes là tout à l'heure, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est finalement?
Ce sont des personnes âgées, des personnes retraitées, des gens de bonne foi, des bons pères de famille, des mères de famille, qui se sont retrouvés sur des ronds-points pour réclamer du pain, pour réclamer de l'aide de l'État. Et on a transformé ces gens-là en voyous, en casseurs. Sur Paris, les manifestations qu'il y a eu, ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont été cassés les vitrines, les banques, etc., etc. Il y a des gens qui sont, moi j'en suis convaincu, qui sont payés pour ça, pour venir mettre la zizanie au sein des manifestations et justifier à ce moment-là la répression qui arrive après. Mais une manifestation, manifester est un droit constitutionnel. À ce moment-là, si la manifestation est bien encadrée, je ne dis pas par les manifestants eux-mêmes, même par les forces de l'ordre, encadrée par les forces de l'ordre, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de problème. Tout simplement. Et les gens peuvent s'exprimer. On a cassé les gilets jaunes en les faisant passer pour des extrêmes droites, pour des nazis, pour des voyous, pour des voleurs, pour tout ce qu'on voudra. Et voilà où nous en sommes. Mais le mouvement Gilets jaunes n'est pas mort. Il est loin d'être mort. Finalement, c'est intéressant parce que ce sont aussi des personnes sans voix qu'on trouve chez les Gilets jaunes la plupart du temps. Ça rejoint la police et ça rejoint la gendarmerie. Et cette idée qu'on veut opposer la population entre elles. Et finalement, chacun est victime de l'injustice et on fait s'affronter dans la rue ceux qui sont tous sauf responsables de la marche du monde. Je vais vous dire, quand j'ai commencé ma carrière de gendarme, j'ai fait 5 ans de gendarmerie mobile. J'ai 73 ans, donc j'étais jeune à l'époque. On n'était pas équipés comme le sont les forces de l'ordre d'aujourd'hui. Hein, on avait un casque, on mettait des élastiques en bas du pantalon pour qu'ils traînent pas par terre. Hein, on mettait des rangers au lieu de mettre des chausseurs de ville, et ça s'arrêtait là. Bon, après on a eu la bulle sur le casque. Bon, on avait une matraque, d'accord. Moi j'avais le MAS 36, c'est un fusil, hein, mais c'était pas pour tirer sur la foule. Bon, tout ça pour vous dire que finalement, quand j'ai quitté la gendarmerie mobile et que je suis réveillé en gendarmerie départementale, ici, en Bretagne particulièrement, on a eu les manifestations de paysans, énormément de manifestations de paysans. Et quand j'étais côté force de l'ordre sur une manifestation, eh ben c'est tout simple. Le gouvernement chauffait les manifestants. De quelle façon ? On arrivait à les chauffer, on leur répondait pas, on leur donnait pas ce pourquoi ils réclamaient. De l'autre côté, on chauffait les forces de l'ordre. Quand vous avez un gendarme en tenue qui est obligé de se taire, qui n'a pas le droit de réagir, qui se fait traiter de nervi, de SS, de tous les noms d'oiseaux que l'on connaît, comment voulez-vous que la journée se termine ? Eh bien, il se passe une chose, c'est que sur la fin, eh bien, vous avez le manifestant qui a pu balancer un coup de pied dans le tibia d'un flic et qui rentre chez lui. T'as vu ce que je lui ai mis ? Mais vous avez le flic qui rentre chez lui et qui dit, t'as vu le manifestant, le coup de matraque que je lui ai filé ? Et pendant ce temps-là, on a tout oublié. C'est-à-dire, on a levé le bouchon de la cocotte minute et on a fait tomber la pression de part et d'autre. Ben, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de s'entendre. C'est-à-dire que les manifestants et les forces de l'ordre s'entendent et ne sont pas là pour s'opposer et se battre. Dans le cas des manifestations de paysans en Bretagne, ça renvoie justement encore à l'Europe, à la politique agricole commune, à la façon dont on a endetté, ruiné, poussé au suicide, à l'alcoolisme des centaines de milliers de paysans tout en détruisant leur environnement, en empoisonnant, etc. Et ça, c'est une énorme violence, hein. C'est une énorme violence qui n'est pas dite en fait et qui ne trouvera pas à s'exprimer dans les journaux et finalement qui va sortir par là, voilà, et qui va amener encore plus de répression. Alors pour en revenir à vous citiez Jacques Attali. En me promenant sur le site de Profession Gendarme, je suis tombé sur ce fameux rapport CIA. C'est pas le rapport Rockefeller de 2010-2011 où on parle d'une pandémie, non. C'est un livre d'Alexandre Adler. Ouais. Le rapport CIA, c'est sorti en 2005 et vous citez la page 203 où on annonce une pandémie. Et alors, en suivant les liens, je suis tombé sur une page de Public Sénat qui est très bien faite où il y a une interview d'Alexandre Adler. Je lis le chapeau. Alexandre Adler, : le terme Corona apparaît dans un rapport de la CIA
dès 2005. Public Sénat vous propose le regard, l'analyse, la mise en perspective de grands experts. Bon, c'est pas mon point de vue, sur Alexandre Adler, mais sur une crise déjà entrée dans l'histoire. Attention, on est le 24 mars 2020. Aujourd'hui, le regard de Alexandre Adler, journaliste historien spécialiste des questions de géopolitique. Et là, on lit donc cette chose assez extraordinaire et qui fait un petit peu froid dans le dos quand même. C'est au sujet du terme corona lui-même. Voilà ce qu'on lit. Que prédisait ce rapport? C'est la question de la journaliste de Public Sénat, on n'est pas sur n'importe quel site là. Que prédisait ce rapport? Quel était le scénario? Réponse de Alexandre Adler. Je l'avais moi-même oublié, mais le terme corona, entre guillemets, apparaît dans ce texte écrit dès 2005. Corona est un terme codé qui était utilisé par les épidémiologistes en Amérique pour nommer ce qu'ils considéraient comme la pandémie ultime. Intéressant, terme codé, pandémie ultime. De pandémie en pandémie, nous allions avoir une pandémie qui allait véritablement s'étendre à la Terre entière. Pourquoi? Eh bien parce que la mondialisation avait atteint un stade très avancé. La CIA mettait en garde et j'étais plutôt d'accord. Alors, Ronald, au vu de votre parcours, de ce que vous avez vu un peu de l'intérieur à la jonction de la gendarmerie et de la politique, pour ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que cette crise de la Covid-19, elle était programmée en vue de quelque chose qui est en train d'arriver? Je suis convaincu à 100% que c'était programmé. Le virus Covid-19, la Covid-19, existe bel et bien. Mais nous avons d'ailleurs Alexandra Henrion-Caudet qui en parle dans une de ses interviews. Le virus n'a pas encore été isolé. Il y a déjà ça. Mais il faut savoir que le virus du VIH, lui non plus, n'a pas été isolé. Et on peut faire un rapprochement avec la grippe H1N1 également. Or, Jacques Attali, je reviens sur ce personnage, dans une de ses interviews, il y a bien avant la Covid-19, disait que pour réussir à faire un gouvernement mondial, il faudrait qu'il y ait une pandémie. C'est-à-dire que les gens aient peur et oublient leur liberté, et tout ça pour se protéger. Mais aujourd'hui, c'est la peur qui domine le monde. Et bien sûr que la Covid, la pandémie, moi je l'appelle même plus la pandémie, je dis la plandémie. C'est aussi un pandémonium dans la mesure où ça libère souvent ce que l'humanité a de pire, tout en se croyant très responsable, très humaine et finalement en se fliquant. Ça m'amène à la suite de l'interview d'Alexandre Adler. Dans ce rapport, la suite envisagée fait froid dans le dos. Il évoque de nouveaux cas de coronavirus qui apparaîtraient par vagues très régulièrement et qui finiraient par tuer des millions de personnes. Pas plus que n'importe quelle grippe, on peut se dire, sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Quel crédit peut-on accorder à cette théorie? Alors là, réponse d'Alexandre Adler. Alexandre Adler, je pense que la CIA a voulu provoquer un choc émotionnel à ses lecteurs, qui n'a pas été suivi d'effet. Je pense que on est loin de ça en réalité. C'est plus ceux qui doivent jouer le jeu, entre guillemets. Je pense qu'ils sont obligés d'annoncer leur agenda un peu en avance. Et là, on retombe justement sur ce que disait Attali dans cet article de l'Express de mai 2009, dont je me souviens très bien. Donc Alexandre Adler dit... Et là, je pense au mot de mon maître Louis Althusser. Alors c'est un philosophe qui est mort fou, soi-disant, il a étranglé sa femme et c'était un marxiste. Et Louis Althusser avait lu cela chez Hegel, le philosophe allemand, ouvrez les guillemets, l'humanité avance toujours, mais toujours par sa négativité. Et du coup là, on rejoint effectivement Attali et les peurs structurantes. C'est tout à fait ça, c'est provoquer la peur pour faire oublier tout le reste. Quand les gens ont peur, ils acceptent la perte de leur liberté, ils acceptent tout, et c'est la peur qui mène le monde à l'heure actuelle. Voilà. Et bon, moi j'essaye, par les publications que je fais sur mon site, de donner un autre regard que le regard des médias mainstream, tout simplement. Sachant que la peur provoque un effondrement de la vitamine C dans le corps et un effondrement des défenses immunitaires. Tout à fait. Mais là, on vient dans le médical pratiquement.
Et d'ailleurs, c'est toujours Alexandra Henrion-Codet qui s'est très très bien exprimée là-dessus et qui avait expliqué la vitamine D, qui a expliqué donc ce qui se passait dans le corps humain quand la peur était là. On perd ses défenses et on augmente les risques justement de tomber malade. Mais je voudrais une petite parenthèse, si vous me le permettez. Quand j'ai commencé à publier sur la Covid sur mon site, j'ai été un des premiers, j'étais pas le premier bien sûr, mais j'étais un des premiers à m'intéresser aux chiffres de l'INSEE. Or, à cette époque-là, on parlait de 30 ou de 32 000 morts du Covid en France. Or, il s'est avéré, en regardant les statistiques, que, d'année en année, il y a toujours davantage de morts parce que la population augmente. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu plus de morts. Et elle vieillit aussi. Bon. Et là, c'était mathématique. On nous annonçait 32 000. Moi, j'ai pris les chiffres de 2019, la totalité des morts en France en 2019, la totalité des morts en 2020. Eh bien, mathématiquement, les 32 000, on pouvait pas les rajouter. On pouvait rajouter 14, 15 000, 16 000 peut-être, mais pas 32 000, sûrement pas. Donc les chiffres qui nous sont donnés sont là pour nous faire peur. Hein. Et une chose qui est aberrante, on le sait, la grippe classique, par an, tous les ans, elle nous fait entre 15 000 et 25 000 morts. Tous les ans. Bon. Maintenant, quand on parle de morts en chiffres, quand j'ai quitté la gendarmerie, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé au coup par coup dans une entreprise de pompes funèbres. Et j'ai été étonné d'une chose. Savez-vous combien de morts il y a par jour en France? Tout confondu. Non. La moyenne des morts en France, 67 millions d'habitants, elle est entre 1800 et 2500 morts par jour. Tout confondu. Je dis bien tout confondu. Bon. Alors, j'ai eu des gens qui ont voulu me rétorquer, ah oui, pendant le confinement, on pouvait pas bouger, donc il y avait moins d'accidents de la route. Mais vous pouvez pas parler des accidents de la route, parce que accidents de la route, la moyenne des morts en France par an est de 3500 morts. Bon, est-ce que le confinement a peut-être fait baisser les accidents, vu qu'il y avait moins de circulation, mais vous n'avez pas perdu 3000 morts. Vous en avez peut-être perdu 200 ou 500, j'en sais rien. Sans compter toutes les violences et tout retourner contre soi, contre les autres, les maladies non soignées. Donc le confinement, en réalité, a été beaucoup plus dommageable que ce qu'il a été protecteur. D'ailleurs, depuis le début de cette crise, on assiste vraiment à des effets contraires à ceux qui sont proclamés par le gouvernement. Je continue un tout petit peu sur l'interview d'Alexandre Adler, qui dit que, il va y avoir un après, évidemment, et ça tous les prospectivistes en parlent. Il dit: nous sommes sur une pente ascendante, je le sens. Pendant la guerre, on a vu tant de Français, de braves gens qui, sans mot d'ordre d'organisation de résistance encore à peine développée, ont eu les bons gestes. Là, c'est la façon dont on instrumentalise les gens. Hein. Et puis, il dit aussi, Alexandre Adler, il n'y a pas de De Gaulle en France aujourd'hui, même si je trouve que notre président Macron se débrouille avec beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid dans une situation très difficile, et d'ailleurs les sondages le prouvent. Les Français se disent heureusement qu'il est là quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, pas du tout. Alors là, franchement, pas du tout. Non. Mais je voudrais, vu que vous allez diffuser cette interview, je voudrais essayer de rassurer les gens qui vont nous écouter. Et je voudrais dire une chose. Mon site Profession Gendarme, je ne suis pas dépassé par ce site. Mais j'ai été très surpris. Très surpris. En 2020, j'ai fait 3 710 000 visites. Au mois de janvier, j'ai fait 460 000 visites. Et ce mois de février, je suis déjà à 180 000 visites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple commence à se réveiller. Ça veut dire que le peuple commence à écouter et réfléchit. Bon, c'est vrai qu'on est long à la détente, mais viendra le moment où tout le monde va se réveiller. Je le souhaite vraiment. On va pas s'arrêter là, on va continuer l'interview. Mais en tout cas, merci de dire ça. C'est toujours des choses qui font du bien parce que l'espoir est fondamental. Et savoir les choses. Ça, les chiffres que vous avez donnés, c'est pas des chiffres qu'on va entendre, comme vous dites, sur BFM. Où est-ce que on cherche à nous amener, Ronald, à votre avis, avec tout ce qui conflue, voilà. Le projet, c'est le monde de l'argent. C'est le monde du fric. C'est-à-dire qu'on va réussir à transformer, d'ailleurs on le voit,
La sécurité sociale est en train de s'écrouler et elle va s'écrouler. On est en train de parler de donner un salaire revenu de base, revenu de base universel. Ça fait un peu rebut d'ailleurs, revenu de base universel. Bon, moi c'est le mot universel qui me gêne. Hein. C'est-à-dire on transforme l'individu. Vous savez, on peut comparer chez les animaux, vous avez les fourmis, les fourmilières, ou dans les ruches, les abeilles. Le peuple, l'être humain, on le transforme comme ça. Et le jour où vous aurez le revenu universel, mais on parle aussi de suppression de l'argent liquide. C'est-à-dire que soit vous aurez une puce sous la peau, soit vous aurez votre carte bancaire. Vous ne pourrez plus dépenser comme vous voulez. Vous ne pourrez plus ne serait-ce que faire l'aumône, de donner 1 ou 2 euros à un SDF. Vous pourrez plus, vous n'aurez pas d'argent. Bon. Et le jour où vous ne marcherez pas dans ce que veut le gouvernement, on vous coupe vos comptes et vous n'avez plus rien. Vous devenez esclave. J'ai évoqué De Gaulle tout à l'heure à travers l'interview d'Alexandre Adler. De Gaulle avait le projet en 1940 de faire se réfugier toutes les troupes françaises en Bretagne pour faire ce qu'il appelait le réduit breton et recommencer la conquête à partir de là. Est-ce que vous êtes breton, Ronald Guillaumont, et est-ce que vous pensez que dans le peuple breton, il y a quelque chose de cette ancienne résistance? Moi, ça m'étonne un petit peu que les Bretons aient pas été plus rebelles par rapport à ça, vu tout ce que la France leur a fait subir dans le passé. On voit les Bretons se rebeller quand même. On a eu les bérets rouges. Histoire de la Bretagne que mon grand-père me racontait, qui avait fait la guerre 14-18. Pendant la guerre 14-18, c'était la guerre des tranchées. En première ligne, on mettait un rang de Bretons. En seconde ligne, un rang de Français. Et en dernière ligne, encore un rang de Bretons. Pourquoi? Parce que le premier rang fonçait à l'assaut. Le deuxième rang était obligé de suivre parce que le troisième rang poussait derrière. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Et je comprends que De Gaulle ait voulu faire un réduit breton, oui, en 39-45. Bon, on n'est pas plus courageux que les autres, mais je crois qu'on a un attachement du pays. Et je suis breton, je suis fier d'être breton, mais je suis quand même français avant tout. Quand vous étiez gendarme en activité, vous étiez un petit peu rebelle, vous aimiez voir le dessous des cartes? J'ai toujours voulu avoir le dessous des cartes. Mais je vais pas dire le mot rebelle, non, je vais pas dire rebelle. Mais voir le dessous des cartes, oui. Mais j'ai toujours été auprès de la population. Je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre, être auprès les uns auprès des autres. Et le confinement que nous vivons à l'heure actuelle, la distanciation que nous avons à l'heure actuelle, nous fait perdre tout ça. Bon, il est vrai que quand on vit bien, finalement, c'est du chacun pour soi et Dieu pour tous. Par contre, quand on vit mal, c'est là qu'on voit la solidarité se faire. On partage ce qu'on a et on est aidé par son voisin. La dimension historique est assez présente, même si c'est par petites touches dans votre site. Par exemple, aujourd'hui, on est le 15 février, il y a une allusion, un petit article, plus qu'une allusion sur le drapeau français. Oui. Bleu, blanc, rouge, son historique, c'était le 15 février 1794. L'histoire, c'est important pour vous, de manière générale. À quoi ça sert l'histoire? À quoi ça devrait servir? Pour moi, l'histoire, c'est la base de notre identité. En tant qu'être humain, on a besoin de savoir qui on est, d'où l'on vient, qui est son père, qui est sa mère. Eh bien, en tant que citoyen, on a besoin de connaître notre histoire. Il faut qu'on se raccroche au fait d'être français. Nous sommes le pays de la Révolution française. Dans le monde entier, nous sommes le pays des libertés, soi-disant. Parce que ce n'est plus le cas, malheureusement. Bon, et je vais revenir sur la gendarmerie nationale, quand même, en tant qu'ancien gendarme. Quand la gendarmerie a été créée en France, beaucoup de pays du monde entier ont copié la gendarmerie nationale. Et vous trouvez des gendarmeries dans beaucoup de pays. Au Canada, il y a des gendarmes dans beaucoup de pays. La Belgique a perdu ses gendarmes il y a quelques années, et ils le regrettent bien d'ailleurs. Est-ce que la désobéissance, ça existe dans la gendarmerie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'ai porté cet uniforme avec fierté. Mais tout en portant mon uniforme, je suis né en 1948, donc après la guerre.
Mais je n'ai jamais oublié, parce que je connais un peu l'histoire de France, que ce sont des gendarmes français et des policiers français qui ont exécuté la rafle du Veldiv. Ce sont des gendarmes français qui ont gardé les camps de concentration de Drancy et les autres camps français. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mon uniforme, aujourd'hui, n'est pas sali. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des policiers et des gendarmes qui sont entrés en résistance. Et cet esprit de résistance doit rester dans l'esprit de chacun. Alors, quel est le rapport justement avec le légitimisme ? Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est celui dont me parlait un commissaire de gendarmerie par rapport au fait que le gendarme ou le policier doit accomplir la loi par rapport à des politiques qui ont été élus. Jusqu'où elle peut aller, cette obéissance aux lois et aux représentants du peuple, jusqu'où elle doit aller ? Alors, je vais quand même vous corriger, parce que vous avez dit plusieurs choses à l'instant. Le policier et le gendarme est tenu, et c'est son rôle, de faire respecter la loi. Mais la loi n'a pas été faite, enfin, en principe, n'a pas été faite par le gouvernement, par l'autorité. La loi, on juge au nom du peuple. La loi est faite par le peuple et pour le peuple. Donc, obéir à une loi qui n'est pas dans l'intérêt général du peuple ou de la nation, de l'humanité, c'est une loi à laquelle on n'est pas tenu humainement d'obéir. Il y a un devoir de désobéissance et ce devoir existe dans la Constitution et il est bien dit que à partir du moment où les forces de police sont utilisées et employées à des fins personnelles, non seulement on peut désobéir, mais c'est un devoir de désobéir. Très bien. Est-ce que vous vous battez intellectuellement par l'information, par vos convictions, votre liberté d'expression, uniquement contre un certain ordre du monde vers lequel on va à vitesse grand V maintenant ? Ou est-ce que vous battez aussi pour un monde d'après ? Est-ce que vous avez un idéal de société pour les années qui viennent, un monde d'après, mais qui serait un beau monde d'après ? Ça serait quoi pour vous ? C'est une question assez difficile à répondre parce que à l'heure actuelle, je pense qu'il est temps que le peuple se réveille, qu'on réveille le peuple. Déjà de vivre et de bien vivre, de vivre même moyennement, ce serait déjà une belle chose. Maintenant, le monde idéal, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop à un monde idéal parce que nous sommes une multitude d'individualités. Et de par ces individualités, on n'arrivera jamais à un monde idéal. Et le monde idéal, finalement, peut-être ne serait-il pas aussi beau qu'on l'espère, parce que ce serait l'inverse de ce qu'on nous prépare à l'heure actuelle. Et les deux opposés ne sont pas bons. Je suis ni extrême à gauche, ni extrême à droite. Je pense qu'il faut qu'on trouve un juste milieu et savoir vivre de son travail, vivre avec fierté, élever ses enfants et ses petits-enfants. Alors là, je fais appel à l'historien qui est en vous. Est-ce qu'il y a une période historique qui vous semble, alors peut-être pas un âge d'or, mais qui vous semble quand même une période où on vivait vraiment mieux, et pour quelle raison ? Je crois, je ne suis pas certain, mais je crois que la période que moi j'ai vécue, ma génération, a été une génération dorée. Et pourquoi ? Parce que je suis né tout de suite après la guerre. C'était la reconstruction. Les salaires augmentaient. Enfin, il y avait tout. Bon, il y a eu les grèves il y a eu différentes grèves. Mais aujourd'hui, il y a peu de générations avant la mienne qui peuvent dire on a vécu sans guerre. Et nous avons vécu, en France au moins, sans guerre. Quel rôle la gendarmerie, les forces de l'ordre, l'armée pourraient-ils jouer dans le rétablissement de l'état de droit ? Alors, le rôle pour moi des forces de l'ordre à l'heure actuelle, il faut pas qu'il soit galvaudé, il faut qu'il soit là pour protéger le peuple, empêcher le peuple de se faire du mal, empêcher s'il y avait une guerre civile, mais ce serait terrible. Donc c'est le garde-fou finalement, c'est de protéger le peuple, mais pas contre lui-même, de le protéger en fonction des lois votées par le peuple. C'est-à-dire en fonction du code pénal, du code civil, voilà. C'est de protéger le citoyen. Que serait un bon homme politique aujourd'hui, ou une bonne femme politique ? Ben écoutez, moi je verrais quelqu'un comme De Gaulle, finalement.
parce que depuis De Gaulle, on n'a pas eu l'équivalent. C'est triste, je ne citerai personne, aucun homme politique, mais tous les hommes politiques qu'on a eus depuis, ils ont tous des valises. Tous. Il n'y en a aucun pour acheter l'autre. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Bon, or, ces gens-là devraient représenter l'exemple à suivre, et ils ne devraient pas être avec des valises comme on le voit à l'heure actuelle. De Gaulle peut-être sans les réseaux un peu glauques de Charles Pasqua et du SAC. Ah mais personne n'est parfait. Vous savez, je pense, quand j'étais beaucoup plus jeune, je disais que j'étais un gaulliste de gauche. Je me qualifiais de gaulliste de gauche, ça n'existait pas. Mais De Gaulle a été un grand homme, mais il a fait des erreurs, bien sûr. On peut parler de l'Algérie, on peut parler de différentes choses. Il a fait des erreurs, oui c'est vrai, mais néanmoins, ça a été un grand homme. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de silence chez les artistes, chez les intellectuels, chez toutes ces personnes qui ont toujours voulu incarner une certaine forme de liberté, de génie de la France? Aujourd'hui, on les entend plus. C'est quand même terrible. J'ai envie de sourire pour répondre à cette question-là, et je ne sais pas si j'ai la réponse, mais je pense que j'ai une partie de la réponse. Pourquoi tous ces gens-là ne bougent pas? Pourquoi ils ne font rien? Parce que quand on n'a rien à perdre, on va de l'avant. Quand on a tout à perdre, on reste prudent. Je crois que la réponse, elle est là. Oui, c'est le fait aussi que des aides sont directement versées aux artistes, aux restaurateurs. Les intellectuels continuent à travailler dans les journaux et donc, effectivement, ils ont tout à perdre au niveau de leur image, de se faire traiter de complotistes ou autre. Ils ont aussi à perdre au niveau financier. Ah ben complètement. D'ailleurs, maintenant, quand on parle de médias mainstream, les médias mainstream appartiennent à des grandes familles. Bon, il y a une chose que les gens parlent peu, c'est que la crise économique que nous subissons à l'heure actuelle et que nous subissons depuis même avant le Covid, cette crise économique, elle nous touche nous, les citoyens, les ouvriers, mais les grands magnats, les riches, eux, ils s'enrichissent pendant ce temps-là. Eux ne perdent rien. Une question que je vous aurais pas posée, un message que vous voudriez adresser à la population, à ceux qui sont sur votre site. Qu'est-ce que vous diriez de fondamental ou d'important? Eh bien, écoutez, moi, je crois que je conclurai en disant, gardons espoir, aidons-nous les uns les autres, et soyons solidaires surtout, et je pense que si on retrouve cette solidarité, cette fraternité, et surtout garder un esprit plein d'espoir, on peut gagner, et on va gagner. Et alors, qu'est-ce qui pourrait ouvrir les yeux à la population? La politique gouvernementale se résume à ceci: au prétexte de protéger une très faible minorité exposée, on nuit gravement à l'immense majorité de la population non menacée par le virus, sans jamais soigner ni protéger la minorité menacée, et cela par l'interdiction de tous les protocoles fonctionnants. Et par-dessus le marché, on réussit à faire en sorte que la plus grande majorité de la population vous soutienne, tout en se croyant solidaire, responsable, héroïque et humaine, et en surveillant et désapprouvant fortement les complotistes, entre guillemets, qui dénoncent cette folie. Et cela, on le réussit par une propagande médiatique totale et absurde, un confinement inutile et catastrophique, des tests ne renseignant en aucun cas sur l'infection ni la contagiosité des cas, des masques étouffants et auto-intoxicants, des vaccins expérimentaux et des gens tués des centaines de personnes et rendus malades des centaines de milliers d'autres. C'est quand même dingue. Pourquoi les gens n'ouvrent pas les yeux sur la contradiction totale entre les paroles et les actes et les résultats du gouvernement? Parce que je pense que intellectuellement, beaucoup de gens sont devenus feignants. On leur mâche l'actualité, ils s'abreuvent devant leur télé, ils se contentent de dire « on a dit ça à la télé, donc c'est vrai ». Mais je pense qu'il faut que les gens se réveillent et de plus en plus se renseignent par eux-mêmes, cherchent l'information, trouvent l'information, et à ce moment-là, ils se rendront compte que rien de tout ce qu'on nous dit à l'heure actuelle ne fonctionne. On m'a posé la question, j'ai 73 ans, on m'a posé la question, craignez-vous le Covid? Ben avec un grand sourire, je vous dis que non, je crains pas le Covid, je le crains pas plus que la grippe, et puis c'est tout.
Donc non, je ne crains rien du tout. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que beaucoup de gens ouvrent leur esprit, se renseignent, s'instruisent, et ils verront bien qu'après tout, cette catastrophe n'en est pas une. Une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gendarmes comme vous, beaucoup de policiers qui partagent votre analyse Alors, oui, il y en a beaucoup, et je vais même vous faire un aveu. Lors des manifestations Gilets jaunes, j'avais avec moi des gendarmes en activité de service, mais masqués. J'avais des policiers masqués. J'avais des militaires masqués. Aujourd'hui, mon site qui a été fait pour les gendarmes, il est énormément lu, comme je vous l'ai dit. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai des officiers supérieurs qui me renseignent, qui me donnent des liens, qui me communiquent avec moi. Donc, oui, il faut que la population n'ait pas peur. Les forces de l'ordre sont avec nous. C'est comme ça que je vois les choses. Elles ne sont pas contre nous. Maintenant, cessons de nous diviser, car diviser pour régner. Non, cessons de nous diviser. Ok. Alors, on va terminer avec peut-être une musique. Est-ce qu'il y a une musique, une chanson que vous aimeriez, par laquelle vous aimeriez terminer cet entretien? On va remercier Robin à la technique, Radio Grésivaudan. C'est Govrache, restez chez vous. Voilà. Et bien, on va se quitter avec ça. Et puis une autre chanson peut-être encore. Je suis incapable de vous dire de qui elle est. C'est l'instant de liberté. L'instant de liberté de Juan Guillaumont. Merci pour cet entretien et donc rendez-vous sur Profession Gendarme. Un site étonnant par son titre et où on peut beaucoup apprendre. Merci. C'est donc le chanteur Saez, L'instant de liberté, un morceau composé après les attentats de Charlie Hebdo. Merci à tous de nous suivre sur Radio Grésivaudan. C'était Vesica Piscis, une émission proposée et présentée par François-Marie Perrier. À vous, mes chers compatriotes, l'État vous parle, soyez-en dignes. Si ce qu'on vous dit vous semble étrange, n'écoutez pas entre les lignes. Le confinement est nécessaire, c'est une question de santé publique, mais à la guerre comme à la guerre, faut quand même dire que c'est pratique. Restez chez vous. Restez chez vous pendant qu'on mène votre sens critique en bateau pour le mettre au large en quarantaine. On va soigner ceux qui confinent et l'ordonnance passe par l'info. Pour les poumons de la ventoline et de la vaseline pour le cerveau, restez chez vous. Et regardez bien l'épouvantail tant qu'on fait sauter les verrous de la durée du temps de travail. On va braquer les 35 heures. Vous gueulerez peut-être mais sans sortir. On va vous convaincre aux 20 heures qu'il faut bosser plus pour s'en sortir, c'est confirmé. Le ministère du Travail en France semble avoir autant de scrupules que sa ministre a de l'éloquence. C'est confirmé. Le foutage de gueule a pris le pouvoir. On vous confine à l'isolement, on vous convie à l'isoloir, on fait ce qu'on veut de toute façon. Tant que vous êtes tous nos prisonniers et un virus derrière le carreau. C'est des barreaux qu'on ne peut pas scier, c'est des barrières là sur vos gestes, des muselières sur vos révoltes. Et parce qu'en cultivant la peste, c'est votre soumission qu'on récolte, on va pas se priver. On va pas se priver. Le président emploie des mots sans se soucier de leur indécence. Il est en guerre et ça tombe bien, on a cloîtré la résistance. On crie mort au capitalisme, vive l'État-providence. Pourtant, à la nouvelle morgue de Rungis, c'est 50 balles le recueillement. On dézingue des bidonvilles tant que le virus est à la une. Des zadistes sont expulsés sans que le virus soit à la dune. Les milliardaires ne payent pas d'impôts, ils font des masques, ça vous suffit. Quand vous verrez qu'ils vous chient dessus, ils fabriqueront des parapluies. On parle de traçage numérique, le peuple docile est testé. L'urgence Covid sera bien pratique quand vous souhaiterez manifester. On n'a pas de budget pour vos masques, mais il y en a pour nos lacrymos. On vient d'en commander le 3 mars pour presque 4 millions d'euros. Et c'est comme ça qu'ils continuent de nous entuber. Moi je ne souhaite de mal à personne, mais qu'ils aillent tous se faire intuber juste pour voir ce que c'est que d'avoir le souffle court, comme quand on court dans un mouroir parce que les promesses sont à la bourre. Car pendant ce temps, des infirmières travaillent dans la sueur et dans le sang, même si je vois moins de sang sur leurs blouses que sur les mains de nos présidents. 17 000 lits en moins de 6 ans. Les politiques peuvent se vanter, c'est mieux que si David Copperfield était ministre de la Santé. 17 000 lits.
Il y en aura d'autres, c'est prévu. Ils comptaient peut-être nous endormir, mais on va pas s'asseoir dessus 17 000 lits. Et un virus qui jubile. Je crois que si je venais de perdre un proche, je me porterais partie civile. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Petit prince, tire, dessine-moi l'horizon des libertés qui font la vie de nos bistrots. Des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume. Menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine. C'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine. C'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Ici vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Chartres, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misère qui savent même plus lire. Il est temps mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières. Que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, pour que Cabu boive un canon avec Mano. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore la liberté aux mémoires de nos amis morts. Autant que dessineront tous les gamins du monde ton nom sur les arbres et puis parfois des Jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Wolinski, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si c'est un crayon, oui, contre la mitraille,
Alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leur livre, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes. Le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours